Eh bien, merci à ceux qui ont eu le courage de se déplacer en ce début de mois de juillet. C'était pas évident, hein, c'est une date un petit peu spéciale. Et on va parler ensemble ce soir d'un sujet dont vous avez probablement entendu parler. Qui a entendu déjà parler de la singularité technologique? Vous n'en avez pas entendu parler. Et donc vous allez découvrir ce que c'est. Donc, comme l'a dit Benoît, Jean Claudin, je suis directeur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia. C'est une école du groupe Léonard de Vinci. 1300 étudiants à peu près à la rentrée, et on forme des gens qui vont travailler dans le domaine de l'Internet et du multimédia, comme son nom l'indique. Donc, je suis également enseignant-chercheur en intelligence artificielle, et j'ai commis pas mal d'ouvrages dans le domaine. Là, il n'y en a que certains. Donc, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. Et celui qui concerne plus spécifiquement ce soir, c'est Immortalité numérique, qui vient en plus de sortir dans une nouvelle édition en brochet, et donc qui adresse cette problématique de... Vous voyez, le sous-titre « Intelligence artificielle et transcendance », donc de l'immortalité promise par certains technoprophètes, on va y revenir, et donc basé en particulier sur l'intelligence artificielle. Donc, dès qu'on parle, on entend à peine, hein, mais dès qu'on parle d'intelligence artificielle, il y a une image tout de suite qui vient à l'esprit, c'est celle de HAL, dont vous vous souvenez certainement dans 2001, l'Odyssée de l'espace, un ordinateur omniscient qui devient paranoïaque pendant le film et qui va finir par tuer l'ensemble de l'équipage. Mais quand on parle d'intelligence artificielle aussi, eh bien, et culture populaire, grands films, en général, un peu comme les robots d'ailleurs, hein, on se retrouve dans un univers où ça finit généralement mal. Là, c'est une photo de la vision de Skynet dans Terminator. Vous ne suivez pas, vous n'êtes pas encore réveillé. Donc, encore une vision post-apocalyptique. Et puis, assez récemment, il y a quelque temps, un film qui a adressé vraiment la problématique de la singularité technologique. Un film qui s'appelait Transcendance avec Johnny Depp, où on retrouve le pauvre Johnny téléchargé dans la mémoire d'un ordinateur. Et a priori, ça ne lui réussit pas trop. Et la tête qu'il a, là, il n'est pas au meilleur de sa forme. Donc, on va remonter un petit peu dans le temps pour aller un petit peu aux racines de l'intelligence artificielle à ses débuts. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire longue, je vais vous faire l'histoire courte. Parce que l'histoire longue, elle remonte bien avant, avec toute l'histoire des calculateurs, et même bien avant, hein, on pourrait remonter à partir du moment où l'homme a commencé à compter. Mais là, je vais vous faire la version courte. C'est celle qui commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et avec les progrès, l'informatique naissante. Hein. Là, je vous ai mis une image de l'ENIAC, un ordinateur. Enfin, c'est pas encore vraiment un ordinateur. Il manque encore des petits trucs pour qu'on puisse réellement le qualifier d'ordinateur. En tout cas, c'est un calculateur multifonction. En termes plus précis, et il est vraiment l'image du cerveau électronique. On en parle comme ça d'ailleurs à cette époque-là, hein, début des années 50, fin des années de guerre, comme une machine qui simule, ou pas qui simule, mais qui fait penser évidemment au cerveau humain. Le précurseur, vous le connaissez, vous en avez tous entendu parler, Alan Turing, hein, un Anglais qui a travaillé, un mathématicien anglais, et qui s'est très tôt intéressé à l'informatique. Donc il est surtout connu pour avoir participé au projet de décodage Enigma, hein, du code allemand, et il y a participé d'une façon active. Je vous recommande évidemment de visualiser, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces histoires, le film Imitation Game, hein, qui raconte assez bien la manière dont ça s'est passé, et le rôle d'Alan Turing. Et lui, il a été, au tout début des années 50, il a écrit un certain nombre d'articles scientifiques, donc il participe à
à cet épisode de la Seconde Guerre mondiale et donc à sa résolution d'une certaine manière. Mais aussi, il est un des artisans, je dirais, de l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et sa contribution, en premier lieu, va être ce qu'on appelle la machine universelle de Turing. C'est-à-dire qu'il va formaliser en quelque sorte, de façon abstraite, formelle, ce qu'on entend aujourd'hui comme un ordinateur. Donc pour lui, un ordinateur, c'est une machine universelle qui est capable, finalement, si on lui donne le programme adéquat, de dérouler, de simuler n'importe quelle autre machine. D'où le terme de machine universelle. Et dans ce raisonnement, il va aller un petit peu plus loin. Donc si on est capable de construire une machine universelle, en d'autres termes un ordinateur, eh bien, si on lui donnait le programme adéquat, on serait capable, puisqu'elle est universelle, il l'a démontré, eh bien, de simuler l'intelligence humaine, voire de lui donner l'équivalent de l'intelligence humaine. Et donc c'est dans ce raisonnement c'est ce raisonnement qui finalement va donner naissance à l'intelligence artificielle. Donc il va être aussi l'auteur dans un article du fameux test de Turing. Donc j'ai mis une petite image là pour l'illustrer, où il propose le jeu de l'imitation, c'est-à-dire l'idée à cette époque-là qu'il essaye de travailler, c'est une expérience de pensée, hein, évidemment, mettre une personne, un examinateur, devant, il ne voit pas réellement ce qui se passe, il tape sur une espèce de machine à écrire à l'époque, hein, et il communique soit avec un soit avec un humain, soit avec une machine, avec un ordinateur. Et la thèse de Turing, c'est la suivante, c'est si l'examinateur n'est, au bout d'un certain temps, n'est pas capable de faire la différence donc pose des questions aux deux, et s'il n'est pas capable de faire la différence, eh bien, il en conclut qu'il y a une équivalence entre les deux systèmes, et donc que l'ordinateur, en l'occurrence, avec son programme, est doté d'une intelligence, voire d'une conscience, donc est l'équivalent de l'autre côté. Donc ça, c'est une expérience de pensée qui va faire beaucoup de débats dans le monde scientifique à cette époque-là. Et ensuite, en philo des sciences, évidemment, on en parle encore, on en parle toujours. Tous les ans, il y a des sessions de tests de Turing où on essaye de voir si on est capable d'écrire un programme qui va justement être de ce niveau et qui pourrait passer finalement pour être intelligent, voire conscient. Il y a une petite ironie de l'histoire. La petite ironie de l'histoire, hein, il a appelé ça The Imitation Game, puisque vous le savez, il a eu une fin tragique, Alan Turing. Il est mort, il se suicide, puisqu'il avait été condamné pour homosexualité et condamné à avoir un traitement médicamenteux très très lourd. Et à un moment donné, il s'est suicidé suite à ces problèmes-là. Et évidemment, le nom d'Imitation Game, hein, est évidemment en relation assez proche avec son homosexualité. Dans les années qui suivent, donc vous voyez, début des années 50, hein, là en 1956, c'est l'acte de naissance de l'intelligence artificielle, lors d'une école d'été qui va s'appeler Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. Donc pour la première fois, le terme est donné. Et pendant cette conférence, pendant cette Summer School, eh bien, le projet de l'intelligence artificielle est écrit et déclaré. Donc on reconnaît certains des... Alors ce n'était pas une photo d'époque, hein, c'est une photo qu'ils ont reprise il y a quelque temps. Et on reconnaît en particulier... ils sont presque tous morts maintenant, malheureusement. En particulier Marvin Minsky, qui est mort il y a quelques mois seulement au centre, et qui a été vraiment un des précurseurs. À sa gauche, John McCarthy, qui est aussi un des tout précurseurs. Et c'est à lui qu'on doit d'ailleurs le terme intelligence artificielle. Dès le début, eh bien, l'IA va devenir un sujet de prédiction fantasmatique. C'est-à-dire que les précurseurs, le projet de faire une intelligence artificielle va susciter beaucoup d'émoi, et à la fois dans un sens comme dans l'autre. Et un des précurseurs, Herbert Simon, en 1957, dit
il fait une dizaine de prédictions et l'une d'entre elles, c'est dans 10 ans, vous verrez, un programme d'intelligence artificielle battra le champion du monde d'échecs. On est en 57. Et donc dans 10 ans. Alors évidemment, il s'est trompé, mais il s'est trompé à moitié. En fait, il s'est trompé dans la durée, il s'est trompé de 30 ans, en quelque sorte, puisque le Deep Blue gagnera contre Kasparov en 1997, comme vous le savez certainement. Donc ça, c'est typique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des prédictions extrêmement fantasmatiques et derrière, eh bien, généralement une période de désillusion devant la complexité d'aller vers ces résultats, mais quand même des avancées qui mettent un certain doute dans cette histoire. Il y a une deuxième, donc cette première époque, début des années 50, là, qui est extrêmement exubérante autour de l'intelligence artificielle. Là aussi, c'est des tracteurs. Ensuite, s'ensuit un espèce d'hiver. Winter is coming, diraient et au début des années 80, avec les systèmes experts, dont vous avez entendu parler certainement, un deuxième âge d'or de l'intelligence artificielle apparaît. Et à cette époque-là, on pense même que l'informatique telle qu'on la connaît va disparaître. On n'écrira plus que des connaissances, des règles, et on pourra tout remplacer par des systèmes à base de règles. Et fin des années 80, début des 90, nouvelle période glaciaire, boum, les robinets des financements s'éteignent, etc. Et on se retrouve dans une situation qui va durer un certain temps. Pendant des années, il y a une grande désillusion autour de l'intelligence artificielle. Et il faut bien reconnaître qu'il faut attendre il y a une petite dizaine d'années pour que l'engouement reparte un petit peu et du coup les financements également. Alors quand est-ce que ça redémarre? Et on est dans cette troisième envolée lyrique actuellement, en ce moment, de l'intelligence artificielle, un peu le troisième âge d'or. Et il y en a qui vont même jusqu'à parler du Big Bang de l'intelligence artificielle. On va dire, donc vous voyez tout de suite, on part dans du fantasmatique. Et ça démarre en particulier en 2011 avec un projet qui s'appelle Watson. Rien à voir avec Sherlock Holmes. Watson, donc c'est un projet d'IBM. Ça suit le projet, puisqu'ils ont gagné au niveau la compétition qu'ils avaient contre le champion du monde d'échecs. Ils avaient gagné. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensuite d'encore plus spectaculaire? Eh bien, c'est de participer à un autre concours où là, ça ne serait plus un jeu d'échecs, mais un jeu qui mettrait en jeu eh bien, des connaissances de culture générale extrêmement larges. Donc, c'est le projet Watson qui va, et le jeu de le faire, je dirais, participer au jeu Jeopardy, qui est l'équivalent, en France, on a un équivalent, c'est Questions pour un champion. Et donc, on pose des questions et on donne des informations. Il faut trouver le plus rapidement possible, en appuyant sur un gros champignon rouge, pouf, la réponse. Et le premier qui appuie, eh bien, il gagne beaucoup d'argent et ainsi de suite, sauf s'il se trompe ou quel cas il perd. Donc, c'est typiquement les règles de Questions pour un champion. Et là, donc, est mis en lice un programme sur un super ordinateur qui s'appelle Watson. Comme je le disais, Watson, ce n'est pas Sherlock, c'est le nom de l'un des présidents d'IBM. Bon, il faut le savoir. Et Jeopardy gagne en 2011 et il répond avec une précision et une acuité extrêmement forte à l'ensemble des questions qui sont posées lors du jeu Jeopardy. Et il bat à plat de couture tous ses compétiteurs. Donc ça résonne un peu comme un premier choc, je dirais une première secousse avant ce qui va se passer derrière. En particulier, juste un petit peu après, eh bien là, on a ce qu'on appelle donc le Big Bang, en particulier ce qu'on va appeler ensuite le Deep Learning, c'est-à-dire la capacité d'utiliser
des systèmes d'intelligence artificielle qui sont d'un seul coup extrêmement performants comparés à ce qu'on savait faire auparavant. Alors qu'est-ce qui se passe? Quel est ce changement qui s'opère dans les années 2011, 2012, 2013? Eh bien, c'est dans une partie de l'intelligence artificielle qu'on appelle les réseaux de neurones, les approches neuromimétiques. On essaye de mimer la structure des neurones et on va jusqu'à présent, on était limité par le nombre de couches de neurones pour traiter l'information. En gros, dès qu'on avait plus de 2-3 couches dans ce type de système, eh bien, on avait d'énormes difficultés à leur faire apprendre correctement, par exemple à reconnaître une tête de chat. Eh ben, dans 50% des cas, le réseau de neurones ne reconnaissait pas la tête de chat, il trouvait autre chose. Et évidemment, un système qui ne reconnaît pas correctement, en tout cas une fois sur deux, ce n'est pas un système jugé fiable. Et à partir de 2012, donc, on fait un certain nombre de découvertes, de techniques sur certains réseaux de neurones, je ne rentre pas dans les détails, mais on apprend à les initialiser d'une manière un petit peu auquel on n'avait pas pensé auparavant, et ce qui va faire que derrière, eh bien, on va se retrouver avec d'un seul coup des résultats qui passent pratiquement à 90%. Et donc ça change énormément les choses, puisqu'à partir de là, on devient capable de construire des réseaux de neurones avec un nombre de couches arbitraires. Donc on peut faire des réseaux qu'on va appeler profonds, donc avec un nombre de couches important. Donc, à partir de là, on va pouvoir adresser des applications beaucoup plus complexes qu'on le faisait avant. Alors, il y a des articles qui font un peu rire. Le triomphe de l'intelligence artificielle, reconnaître un chat sur une vidéo YouTube, on pourrait rigoler, mais ça démontre, au-delà du côté anecdotique, ça démontre quand même la capacité, on sait, avec une grande efficacité maintenant, créer des systèmes qui vont être capables de faire des choses de plus en plus complexes. Récemment, donc c'est cette année, 2016, le champion du monde de Go, en tout cas le meilleur, considéré comme le meilleur champion joueur de Go professionnel, est battu par un programme qui s'appelle DeepMind. Encore une fois, nos amis Google, un labo de recherche de Google, et qui bat à plat de couture le joueur de Go, en tout cas l'un des meilleurs au monde. Et c'est important parce que, alors bien sûr, dans la presse tout de suite, ça y est, le dernier bastion de l'intelligence humaine est terminé, c'est fini, Skynet va arriver, l'intelligence artificielle va nous dominer, etc. On a toutes les choses possibles et imaginables. Et c'est quand même une étape importante puisque autant dans les échecs, c'est relativement combinatoire. On a un jeu qui peut se décrire sous la forme d'arbre de recherche et qui est en taille extrêmement importante. Mais Deep Blue était quand même, se basait beaucoup sur la combinatoire. Là, c'est plus possible. La combinatoire est tellement explosive. Le nombre de coups possibles dépasse le nombre de particules dans l'univers. Donc, c'est juste impossible. Et donc, il faut forcément un programme qui va avoir des capacités proches de ce qu'on demanderait à un humain pour jouer contre justement l'Icédol. Et donc, ça a été rendu possible par justement ces progrès dans le domaine du deep learning. C'est évidemment une étape importante qui va faire prendre conscience un petit peu de ces avancées d'une manière importante. Alors, évidemment, on va y revenir. Il y a des gens, c'est une partie de mon intention de voir avec vous ce soir, ce qu'est la singularité technologique, mais il y a beaucoup de gens qui, en tout cas, Elon Musk, dont vous avez probablement entendu parler, qui est un entrepreneur américain, donc il est un des fondateurs de PayPal, c'est lui qui a créé Tesla Motors, donc
les voitures électriques qui ont beaucoup de succès actuellement, de SpaceX, donc c'est vraiment un visionnaire et un entrepreneur extrêmement performant. Mais il nous met en garde, d'une certaine manière. Attention, l'IA est aussi, pourrait être la menace la plus importante qui pèse sur l'humanité. Et puis d'un autre côté, il n'est pas le seul, également Stephen Hawking, donc, qui commence aussi à dire « Oh là !» Donc beaucoup de monde s'affole finalement, d'une certaine manière, et imagine des futurs où l'IA serait effectivement beaucoup plus agressive. L'idée derrière, c'est une expérience de pensée, encore une fois, hein. Il n'y a rien de tangible à l'instant qui étaye ces menaces, mais il se projette dans un futur, donc on est quasiment dans de la science-fiction, où une IA, une super IA, une super intelligence, eh bien, du coup, ils en viennent à la conclusion qu'il serait pas forcément évident que cette super intelligence soit l'ami de l'homme, comme on l'a vu dans beaucoup de films de science-fiction. Hein, à ce moment-là, l'IA se dirait, bah, finalement, ils ne sont pas très utiles, ces gens-là, on va plutôt les éliminer d'équation plutôt que de les conserver. Donc, je résume, mais c'est un petit peu l'idée qui est derrière. Et donc, en disant, attention, c'est une menace extrêmement importante. Il y a d'autres articles aussi qui disent, attention, tout ça aussi, ça va tuer l'emploi. C'est-à-dire que non seulement les robots jusqu'à présent, d'une certaine manière, menaçaient l'emploi, mais maintenant ça va plus menacer juste les emplois industriels de production classique. Ça va aussi menacer des emplois tenus dans les banques, dans toutes les administrations, dans tous les systèmes finalement qui peuvent être automatisés avec des systèmes d'intelligence artificielle. Donc on a senti cette angoisse d'un seul coup monter. Hein. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Hein. À chaque fois qu'on a une avancée technologique relativement importante, eh bien, on a des retours de flamme un peu comme ça, de gens qui s'inquiètent sur, évidemment, l'utilisation de ces technologies et l'impact sociétal que ça peut avoir. Alors, évidemment, il ne faut pas dramatiser. Vous imaginez bien que je ne crois pas que ça représente aujourd'hui, même s'il faut être relativement prudent, hein, des menaces. En tout cas, l'IA n'est pas la plus grande menace qui pèse sur l'humanité. Il y en a bien d'autres avant. Hein, pollution de la planète, en étant une, par exemple, extrêmement importante, beaucoup plus importante et beaucoup plus court terme que l'avènement d'une IA qui aurait pour envie de nous trucider. On n'y est pas encore et loin de là, si tant est que ce soit possible. Alors, on a comme ça des alarmistes, des gens qui sont... et vous voyez bien, vous remarquerez tout de suite que ce n'est pas des gens du secteur, ce n'est pas des scientifiques de l'intelligence artificielle. J'ai beaucoup de respect pour Stephen Hawking, mais c'est un spécialiste des trous noirs, ce n'est pas un spécialiste de l'IA. Elon Musk, c'est un spécialiste du business. Hein, c'est pas... Et donc, j'aurais tendance à dire que, bon, faut se calmer un petit peu, et que probablement que leurs propos aussi ont été un peu exacerbés par les journalistes qui trouvaient là de quoi faire un peu de spectaculaire. J'en viens à cette idée de singularité technologique, puisqu'on pourrait dire que ces remontées un peu négatives, ces critiques, ces mises en... ces alarmes, elles sont un petit peu... Elles se passent dans un microcosme qui est celui de la Silicon Valley, hein, quand même. Et ensuite, ça irradie dans le monde entier, mais ça se passe quand même dans un endroit de la planète relativement restreint. Et pourquoi ça se passe là? Parce qu'il y a en particulier un monsieur qui s'appelle Ray Kurzweil, et qui, lui, a une vision complètement inversée, complètement utopiste de ces avancées. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, on va avoir une intelligence artificielle qui, très rapidement, va nous aider, qui va devenir une super intelligence, et qui va, du coup, résoudre tous nos problèmes, et nous vivrons dans un univers qui est complètement dirigé
par cette super intelligence et qui voudra que notre bien. Donc vous voyez, on est complètement là passé de l'autre côté. Et il écrit en particulier un ouvrage qui s'appelle The Singularity is Near, où il ébauche l'idée de la singularité technologique. C'est pas lui qui a l'idée au départ, hein. Le premier à l'avoir eu est très probablement John von Neumann, qui est aussi un des tout précurseurs de l'informatique, hein. Je dirais même époque qu'Alan Turing, et qui est repris ensuite par d'autres penseurs. Et lui, dans les années 2005, il publie son ouvrage The Singularity is Near, où il propose une approche théorique, pseudo-scientifique, de la singularité. Qu'est-ce qu'il en est? Alors ça va plus loin avant de rentrer dans ce qu'est la singularité technologique. Il faut savoir qu'elle est soutenue par un nombre d'acteurs industriels extrêmement importants et un des moindres est Google, qui va financer ce projet, et en particulier la Singularity University qui est créée en Californie. Donc ça le logo, vous voyez, c'est un petit côté Superman. Hein, on voit tout de suite les envies nord-américaines qui ressurgissent assez vite. Bref, donc, en particulier, alors Ray Kurzweil, qui est-il? Eh bien, c'est un entrepreneur également. Il a fait le MIT, il a fait un bachelor au MIT, et très rapidement, c'est un ingénieur de génie. Il crée des trucs. Il ne peut pas s'empêcher. Et c'est vrai qu'il innove d'une façon extrêmement importante. Et il est à l'origine, en fait, de la reconnaissance optique de caractère, hein, l'OCR. Il est à l'origine aussi, vous avez certainement entendu parler des pianos Kurzweil, pour ceux qui font de la musique, qui jouent du piano. Donc il est à l'origine de l'idée de prendre des instruments de facture classique, hein, et de mettre de l'électronique à l'intérieur et en fait de faire des instruments qu'on peut acheter aujourd'hui à peu près dans tous les... Donc il gagne assez vite beaucoup d'argent et il continue à innover. Et dernièrement, il est embauché par Google comme directeur du développement, avec l'idée de mettre dans Google justement cette reconnaissance vocale et de textes qui ont fait sa gloire. Donc quelqu'un d'assez innovant également. Donc quelle est cette histoire? Il obtient beaucoup de popularité justement avec cette théorie de la singularité technologique. Alors qu'est-ce qu'il en est? C'est une idée intéressante, hein, relativement cohérente, mais comme on va le voir, en tout cas moi je suis plutôt un détracteur de ce truc. Donc son idée, c'est que on est dans une boucle où les progrès se mutualisent les uns les autres, et lorsqu'il y a un ralentissement, en fait, les autres progrès vont permettre, eh bien, de continuer cette boucle de progrès de façon extrêmement importante. Donc, en résumé, l'intelligence crée la technologie nous permet d'augmenter l'intelligence, et ça y est, c'est parti en boucle. Et on arrive et donc on augmente systématiquement l'intelligence, on crée de nouveaux systèmes qui vont encore une fois augmenter l'intelligence. Et donc on est dans une boucle positive qui doit aller relativement vite. Et il essaye de montrer que finalement, cette avancée va être exponentielle, elle n'est pas linéaire, hein. Au bout d'un moment, eh bien, on est devant une courbe qui va aller quasiment vers l'infini et au-delà, dirait Buzz l'éclair, hein. Et donc, on obtiendra une avancée qui défiera finalement notre capacité de compréhension. D'où l'idée de singularité technologique en référence au trou noir, hein. Vous savez qu'un trou noir, eh bien, il y a un horizon de prédiction, il y a un horizon, au-delà duquel on ne voit plus rien, hein. La lumière ne ressortant pas, on ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et donc là, à partir d'un certain point de cette évolution technologique,
eh bien, il devient impossible de prédire ce qui va se passer derrière, d'où le terme de singularité technologique. Et il affixe dans sa théorie un endroit très précis sur l'axe du temps qui est 2045. Donc en 2045, pour lui, précisément, alors on ne va pas être à quelques jours près, hein, mais c'est là où il y aurait l'avènement d'une supra-intelligence qui du coup prendrait en main la destinée de la planète et nous sauverait de tous les maux, permettrait de nous affranchir aussi de la tyrannie de la chair. On pourrait être téléchargé dans des machines et du coup on n'aurait plus du tout de souci puisqu'on serait dans des mémoires d'ordinateur sous le contrôle bienveillant de cette intelligence artificielle. Donc ça j'en plaisante, mais il y a de par le monde, hein, et même en France, il y a des gens qui sont des apôtres, des technoprophètes de cette vision. Alors on ne voit pas très bien sur l'écran, mais sur quoi il s'appuie dans sa théorie, qu'il appelle la théorie des retours accélérés. Eh bien, il s'appuie sur une loi dont vous avez probablement également entendu parler, qui est la loi de Moore. Donc Gordon Moore, hein, un des fondateurs d'Intel, au début de son entreprise, remarque que tous les 18 mois, eh bien, donc c'est une loi complètement empirique, hein, de constatation, eh bien, on arrive à, grosso modo, tous les 18 mois, doubler la vitesse de calcul d'un microprocesseur et de réduire, grosso modo, sa taille de moitié. Hein, on va faire un cours de microélectronique, mais quand on réduit la taille, quand on dessine plus fin sur du silicium, eh bien, ça va plus vite. Ensuite, hein, les électrons ont moins de distance à parcourir, donc on fait des machines qui vont plus vite. Et pendant très longtemps, cette loi empirique va se révéler vraie. Alors, tous les 18 mois, on était capable de faire des machines qui allaient beaucoup plus vite, et ainsi de suite. Et donc, quand on met ça sur une courbe, eh bien, assez rapidement, on retrouve cette courbe exponentielle, hein, et en la continuant, en extrapolant un petit peu, eh bien, on s'aperçoit que assez rapidement, on arrive à dépasser la puissance de calcul d'un insecte, d'une souris, d'un humain, et comme la pente devient extrêmement raide, eh bien, on arrive assez vite à dépasser la puissance de calcul de l'ensemble de l'humanité. Avec les progrès en intelligence artificielle, donc, l'idée de Kurzweil, c'est en 2045, non seulement la puissance de calcul nous permet d'être au-delà de ce que permettrait l'humanité en tant que telle, avec nos pauvres cerveaux biologiques, mais en plus, cette IA, du coup, est capable elle-même donc d'engendrer sa descendance, d'une certaine manière, de penser des systèmes de plus en plus efficaces, et ça y est, c'est parti. Hein, ça. Alors, c'est un raisonnement relativement robuste, hein, du point de vue dans ce... C'est pour ça qu'il est assez difficile. C'est une expérience de pensée qui est assez convaincante, surtout quand c'est lui qui la donne, hein, évidemment, parce que moi, étant plutôt des détracteurs, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Mais il y a quand même quelques soucis, et je vais en lister quelques-uns avec vous. Premièrement, la loi de Moore est une loi empirique. Et donc on pourrait dire que sa théorie, c'est l'extrapolation d'une extrapolation empirique. Et en tout cas, depuis 2004, la loi de Moore n'est plus vraie. On continue à faire des circuits électroniques avec la technologie silicium qui augmente de taille, mais au niveau de la fréquence d'horloge et donc de la puissance effective, au sens de la loi de Moore, eh bien, ça y est, on est sur un plateau depuis 2004, à peu près. Hein, parce qu'on arrive à la limite un petit peu physique de cette technologie.
pour imager ça, pour caricaturer ça, en gros, on dessine avec des lasers sur du silicium, mais à un moment donné, le trait devient si fin qu'on arrive aux limites de ce qu'on sait faire. Hein. Quand il n'y a plus qu'un électron qui passe, eh bien, la physique, les lois physiques changent, on titille le quantique, et donc ça devient plus compliqué. En tout cas, ça ne marche plus, l'électronique traditionnelle ne fonctionne plus. Donc déjà, premier argument, non, on ne peut pas extrapoler comme ça sur une vitesse de calcul. C'est vrai qu'on parle d'ordinateur quantique, on parle d'ordinateurs à ADN, etc. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des technologies qui sont prêtes pour prendre une relève aussi vite, aussi rapidement. Alors, il y en a qui ont fait des critiques plus amusantes, par exemple en prenant les rasoirs masculins, en disant bah, vous avez remarqué que ça augmente de l'âme. Et donc, si on continuait en extrapolant comme ça, bientôt on aurait des rasoirs avec des milliers de lames. Bon, c'est un petit peu imagé, mais c'est un petit peu également le cas. Un autre argument fort contre la singularité technologique, c'est que cette croissance exponentielle de la technologie, elle est faite indépendamment des ressources. Et qu'évidemment, ce n'est pas possible. On sait tous aujourd'hui clairement que nos ressources sont limitées. Et que donc on ne peut pas se permettre comme ça une croissance exponentielle de façon infinie. C'est juste inenvisageable. On consomme déjà plus aujourd'hui que la planète est capable de produire. Donc, en tout cas, une partie de la population planétaire consomme plus déjà que pour être plus exact. D'où l'image. Alors, les partisans de la singularité technologique, hein, qui sont des transhumanistes en fait, hein, eh bien, ils écartent ça un peu du revers de la main en disant mais de toute façon, il y aura cette super intelligence et qu'elle est tellement plus intelligente que nous, elle trouvera bien une solution et donc voilà quoi. Hein. Bon, c'est pas très très convaincant, mais c'est vrai que c'est cohérent comme réponse. Alors, notre ami Ray Kurzweil, hein, qui est quand même un esprit brillant, en fait, pourquoi 2045 ? Mon interprétation, c'est que c'est la date limite à partir de laquelle, si ce n'est pas arrivé, eh bien, il n'existera plus. Moi non plus d'ailleurs, hein, mais voilà. Donc, parce que derrière tout ça, il y a quand même le projet de l'immortalité, hein, qui intéresse beaucoup Ray Kurzweil et qui intéresse beaucoup, en particulier Google également, qui investit beaucoup dans l'entreprise. Donc, je dirais qu'une interprétation psychologique de comptoir, hein, un psychiatre de comptoir, ça serait, bon, bah, il a plutôt intérêt à ce que ça se passe là, parce que après, ça sera plus difficile pour lui, quoi, ça sera fini. Mais surtout, je veux voir avec vous une autre raison qui me paraît plus fondamentale, c'est celle de la complexité. Dans son approche, en fait, il a tendance, Ray Kurzweil, à confondre, en se basant sur la loi de Moore, puissance de calcul et intelligence. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a de multiples facettes de l'intelligence et on pourrait avoir une machine extraordinairement puissante, mais avec un programme complètement stupide. Et ce n'est pas pour autant que le programme serait plus intelligent en augmentant la puissance de calcul de la machine. C'est un peu résumé, mais voilà. La puissance de calcul, c'est important, mais ce n'est certainement pas ça qui permet... c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour faire un système intelligent. Donc là, je vous ai mis un petit schéma qui montre aussi, en revenant sur l'approche neuromimétique, qui a donné des résultats assez spectaculaires quand même ces dernières années, qu'on est quand même très loin de la complexité du cerveau humain. Alors, on revient un petit peu au biologique. Les réseaux de neurones artificiels, aujourd'hui, un neurone artificiel, c'est une simple fonction linéaire à seuil. Donc c'est une fonction qui somme en gros ses entrées, fait le calcul, elle additionne ses entrées, pondérée par un poids, il y a un seuil, une fonction
sigmoïde, donc un seuil, et ça en déduit un résultat derrière. Donc c'est une simplification relativement importante du fonctionnement d'un neurone. Mais qui a des propriétés intéressantes, puisqu'on est capable de faire apprendre des trucs quand on en met plusieurs. Donc la majorité des réseaux de neurones aujourd'hui est composée de quelques millions de ces neurones. Donc on arrive à faire quand même maintenant aujourd'hui des architectures qui sont relativement impressionnantes en nombre de couches et en nombre de neurones. En particulier si on les applique sur une image, puisque une image de 512, ça fait tout de suite quelques millions de neurones. Donc ça va relativement vite. Et l'architecture est généralement celle d'un système multicouche. Vous voyez, on met des couches, là, il y a une couche d'entrée, une couche de sortie qui donne la réponse, et au milieu, on en met un certain nombre comme ça. Donc c'est en gros l'architecture qu'on sait faire aujourd'hui. Il y en a d'autres qui existent, hein. On parle aussi de réseaux récurrents, qui se rebouclent un peu sur eux-mêmes, mais en gros, la majorité des applications qui marchent bien aujourd'hui, ce sont avec ces réseaux de neurones à couche. On a une entrée, ça calcule, et on obtient un résultat en sortie. Donc des architectures relativement simples, finalement. Hein, relativement simples. Et tous les systèmes qu'on conçoit aujourd'hui, en tout cas la très grande majorité, ils ont un système de perception qui est sans commune mesure avec ce qu'on a, nous, êtres biologiques. Hein, on pourrait les qualifier, ces machines, de machines autistes. Hein, puisqu'elles ont une vision du monde extrêmement réduite par rapport à ce que nous, on a. Et non seulement elles ont relativement peu de capteurs sur le monde réel, mais elles ont déjà pas mal, hein, quand on considère un robot. Mais en tout cas, elles en ont très peu en interne. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment adaptées à sentir leur propre corps, à avoir des... voilà, ces machines-là ont très peu de capteurs internes. Vous savez que nous, par exemple, pour la douleur, on a un système nociceptif qui capte le moindre petit piqûre, on le sait tout de suite, ça monte au cerveau, aïe, et qui est un système relativement efficace pour nous sauver la vie dans certains cas. Donc tout ce système de capteurs internes où le corps est complètement... je dirais, maillé et ces informations remontent au cerveau est quasiment absent aujourd'hui des robots et des systèmes qu'on produit. Donc ça, c'est une différence aussi relativement importante. À l'inverse, donc vous avez compris, le cerveau est une machine relativement complexe, donc on commence seulement à comprendre un petit peu certaines brides de fonctionnement. Le neurone lui-même, cette cellule-là, elle est bigrement plus compliquée que le modèle qui a été créé et qui est un modèle finalement relativement simple. On a une véritable zoologie de neurones différents. Il y en a qui font des choses particulières, il y en a qui se comportent effectivement comme celles des réseaux artificiels. Moi, j'aime bien celui du criquet en particulier. Donc, ils ont deux neurones spécifiques qui oscillent. Et quand ils sont déclenchés, ils font le cri-cri. C'est eux qui font vibrer les élytres sur le long du corps et qui font que finalement, ils vont attirer Madame Grillon ou Madame Criquet et finalement, qui vont pouvoir se reproduire. Donc ces deux neurones-là, ils ont quand même un rôle particulièrement important pour les criquets. Donc, tout ça pour dire que des neurones, il y en a plein de sortes, avec des fonctions relativement différentes, avec des complexités également extrêmement différentes. Et notre cerveau, eh bien, il en a plus de 100 milliards, avec un réseau de connexions qui dépasse l'imagination aujourd'hui. Donc on n'y est pas encore tout à fait. Et cette architecture, elle n'a pas été construite, elle est le résultat de notre évolution. Et il ne peut pas se séparer du corps, contrairement à ce que pensent les transhumanistes. C'est-à-dire cette histoire de télécharger le cerveau dans une mémoire d'ordinateur, c'est tout simplement une idée bizarre, quoi. Parce que notre cerveau, comme je vous l'ai dit, il est connecté d'une façon extrêmement dense au corps. Et qu'est-ce qui a formé ça? C'est l'évolution. Notre corps, donc on ne peut pas séparer comme ça le cerveau du corps, c'est une aberration biologique. Et nous, on ne peut pas être séparés
de l'écosystème dans lequel on a évolué. Donc cette idée de mettre un esprit, même si on était capable de scanner le cerveau et de le mettre dans la mémoire d'un ordinateur, imaginez, vous vous réveillez un matin, vous êtes dans la mémoire d'un ordinateur. Alors, bien sûr, je caricature, hein, et c'est un peu l'expérience de ce pauvre Johnny Depp dans Transcendance. Hein, et là, vous ne sentez plus rien, vous n'avez plus de corps, vous n'avez plus de ce type de sensation, vous en avez probablement d'autres, hein, mais je pense que très très rapidement, on verra apparaître comme le bon vieux Hal, de la paranoïa, de la schizophrénie, et tout un... ça se passerait pas bien, quoi. Hein. Cette intrication entre le corps, notre environnement qui l'a façonné, et le cerveau, on ne peut pas les détricoter comme ça en disant on va vous scanner, on va vous mettre dans la mémoire d'un ordinateur. Ça paraît compliqué. Alors on ne voit pas bien du tout là, mais sur cette histoire de complexité, je voulais vous poser la question de à quoi ça ressemble et qu'est-ce que c'est. Donc l'image est un peu... Qui est-ce qui a dit ça? Ouais, mais tu savais, toi. Il a triché. Ok, donc c'est effectivement pas le cerveau, c'est Internet. Joli. Ça, par contre, là, pour le coup, c'est un réseau de neurones. Alors, on ne voit pas très bien hein, sur la photo originale. On voit vraiment la complexité de ce réseau derrière. Hein. Une autre photo, celle-ci. Voilà, c'est l'univers à large échelle. Donc on voit bien que dans ces systèmes complexes, on a ce qu'on appelle des patterns, on a des modes d'organisation de la matière qui nous rappellent des structures qu'on retrouve d'une façon assez troublante. Il y a une chose sur laquelle j'ai travaillé il y a quelques années, dans les années 95, c'est une autre théorie qui dit que on a dans notre monde physique 4 types de systèmes. On a des systèmes qui sont fixes, des systèmes cycliques et des systèmes chaotiques. Vous en connaissez tous, hein. Par exemple, le climat, c'est un système chaotique, hein. Enfin, il n'est pas tout à fait chaotique, mais il est quasiment chaotique. Les systèmes fixes, c'est ceux qui sont... on peut les initialiser aléatoirement et très rapidement, ils vont tomber dans un état toujours le même. Poc. Et ils s'arrêtent. Ils ne bougent plus. Les systèmes cycliques, hein, c'est comme le pendule. Hein. Boum, il oscille entre 2 états. Mais on peut imaginer des systèmes cycliques qui ont beaucoup plus d'états hein, et donc dont la manière de se comporter devient plus complexe. Mais en gros, ces 2 types de systèmes, fixes et cycliques, ils sont relativement ordonnés. Hein, c'est des systèmes dont on peut prédire le comportement. Ils sont fixes, donc là, il n'y a pas grand-chose à prédire, ils restent comme ça. Mais les cycliques, eh bien, on sait que si la petite bille du métronome elle est là, eh bien, du pendule est là, le coup d'après elle sera là, et on doit même pouvoir calculer le temps qu'elle va mettre pour aller de l'autre côté. Donc ça, c'est des systèmes assez prédictibles. À l'inverse, on a les systèmes chaotiques, où là, c'est beaucoup plus compliqué de prédire le comportement, en tout cas localement. Par contre, globalement, on sait que c'est le bazar. Hein. Globalement, statistiquement, c'est finalement assez prédictible aussi, puisque c'est du bazar total, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe tout le temps. Typiquement, c'est l'image sur votre écran de télé quand vous avez éteint, vous voyez du bruit, là. C'est système chaotique. Et il y a des systèmes qu'on va qualifier de complexes, qui sont à la frontière de ces 2 grandes catégories, les systèmes chaotiques et les systèmes ordonnés. Et ces systèmes complexes, c'est ceux qui nous intéressent. Pourquoi ils nous intéressent? C'est là où il y a le vivant. C'est là où il y a l'intelligence. Et dans ces théories qui ont été démontrées au départ sur des automates cellulaires à 1 dimension, à 2 dimensions, puis ainsi de suite, hein, eh bien, on peut montrer qu'il y a cette caractéristique étonnante des systèmes complexes à se situer typiquement à la frontière entre les systèmes ordonnés et les systèmes chaotiques.
Et quand vous y réfléchissez bien, c'est notre cas, hein. La planète, elle est à un endroit précis dans le système solaire. L'eau liquide, si importante à la vie, elle est justement dans une phase qui est complexe, entre le cristal et la fumée, disait un philosophe connu. Eh bien, voilà, c'est les systèmes ordonnés, finalement, ils ont cette propriété d'être capables de conserver l'information, d'être capables de la stocker. Les systèmes chaotiques, ils ont un pouvoir créateur, ils bougent tout le temps, ils changent tout le temps de configuration, donc ils ont un pouvoir créateur important, mais ils ont un problème, ils ne savent pas stocker l'information. Ils perdent constamment, ils détruisent toujours, parce qu'ils créent constamment, d'une certaine manière, de nouvelles configurations. Et le seul endroit où on peut avoir des systèmes qui vont s'adapter, perdurer, eh bien, ce sont ces systèmes complexes qui vont être à la frontière des deux. Ça, c'est vraiment important. Donc, l'intelligence, la vie, ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas le chaos, c'est une mince frontière entre les catégories de systèmes qui sont ordonnés et les systèmes qui sont chaotiques. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que concevoir un système qui voudrait être intelligent il doit respecter cette règle, hein. Il doit se situer à cette mince frontière. Donc on doit imaginer des systèmes qui vont être à la fois, avoir cette capacité de stocker l'information, de faire des calculs, mais aussi de créer et d'être capable de tirer parti de ces aspects chaotiques. Et ça peut se faire qu'à cette mince frontière. Aujourd'hui, les systèmes concrets, eh bien, ils sont pas du tout dans cette dynamique-là. Alors, est-ce que pour autant, et en tout cas, ils sont d'une complexité bien moins importante que les systèmes biologiques qu'on a vu émerger sur Terre. Alors, pour autant, est-ce que cette idée de singularité technologique est complètement saugrenue? Donc on a écarté, avec quelques arguments, le fait qu'elle arriverait à court terme et qu'elle sauverait la planète et que, voilà, ça semble être un peu du délire. Pour autant, c'est un petit peu comme quand on a la prédiction 30 ans après de vaincre Kasparov, de vaincre le champion d'échecs. Est-ce que c'est pas inimaginable? Il y a quand même un petit peu il y a un fond de vrai dans cette histoire. On est effectivement à une période où on a un rapprochement entre un certain nombre de technologies et de sciences que j'ai résumé ici sous 3 formes, hein. Les nanotechnologies, la capacité de faire des systèmes à l'échelon nanométrique, à l'échelon moléculaire. Les biotechnologies, la capacité de jouer à l'apprenti sorcier avec le vivant, hein. Vous savez que récemment, une société américaine a réussi en particulier à créer quasiment une bactérie de synthèse, hein. Donc, ça a été considéré par certains, décrié par d'autres, comme la première cellule artificielle. Et puis les cybertechnologies, donc l'intelligence artificielle, la robotique, l'informatique au sens général du terme. Et on voit bien qu'il y a un rapprochement là. Et ce qui apparaît clairement, c'est dans un futur qui est encore difficile à dessiner, eh bien, on saura faire des systèmes à des niveaux d'échelle qui ne sont pas ceux qu'on maîtrise aujourd'hui, mais à l'échelon moléculaire. On saura modifier le vivant d'une façon beaucoup plus efficace. Il y a quelques mois, le premier langage CRISP de programmation d'ADN a été utilisé dans plusieurs applications, hein, pour modifier le vivant. Et donc, on peut imaginer que lorsqu'on aura atteint, effectivement là, on atteint une sorte de singularité technologique, puisqu'on a des difficultés à imaginer quel sera l'impact sur notre société, sur nos vies. En tout cas, ce n'est pas dans les 20 ans qui viennent.
ce ne sera pas en 2045. Je ne pense pas que ce serait une intelligence artificielle omnisciente qui viendra nous sauver ou au contraire nous anéantir. Mais ce qui est certain, c'est que on n'est pas à l'abri, d'une certaine manière, de découvertes et d'avancées technologiques dans les 100, 200, 300 années qui arrivent, hein, qui modifieraient vraiment d'une façon fondamentale la manière dont on peut envisager, je dirais, puisqu'il faut un cliffhanger un peu à la fin, la vie sur Terre. Voilà, je vous remercie. À vous. Oui. Finalement, en fait, bonsoir. Finalement, est-ce que c'est pas, justement de complexité, etc., quand des réseaux de neurones arriveront à se recombiner, on va dire automatiquement en fonction de leur apprentissage, c'est pas là où on pourra effectivement voir émerger une complexité qu'on n'arrive pas à appréhender aujourd'hui, puisque on est encore sur des bases d'algorithmie, de choses qu'on peut percevoir. Alors oui, il y a plein de choses dans cette question. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est par exemple, qu'on a appris à faire des réseaux profonds, des réseaux de neurones profonds, mais on a encore, et on a appris à les entraîner. Donc en gros, au lieu de programmer une fonction compliquée qu'on aura énormément de mal à programmer, par exemple reconnaître la tête d'un chat, eh bien on lui montre beaucoup de têtes de chat et le système du coup est capable après de les reconnaître avec une efficacité certaine. Mais pour être tout à fait honnête, on ne sait pas trop comment que ça fonctionne à l'intérieur, hein. On sait que ça approxime des fonctions, on comprend que la première couche, elle abstrait certaines caractéristiques de l'image, la deuxième, etc. Et que c'est de plus en plus abstrait jusqu'à reconnaître un chat. Mais on a encore des difficultés à comprendre, à expliquer réellement comment ça se passe. Parce que déjà, même avec un système d'une quinzaine ou d'une vingtaine de couches, donc quelques millions de neurones artificiels, malgré leur simplicité, on ne comprend pas toujours, même si on ouvre la boîte d'une certaine manière, on ne comprend pas trop comment ça, même si on maîtrise l'algorithmie, sur un cas particulier, expliquer pourquoi la décision a été celle-là, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas comme avec un algorithme classique. Donc cette idée de... On est à un seuil aussi, on commence à construire des machines qui nous dépassent, et le cas. Ensuite, il y avait l'autre point qui est, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des machines qui commencent à s'auto-reproduire et qui, un jour, évoluer d'une certaine manière, comme le cerveau. Alors, oui, bien sûr, on peut toujours imaginer, hein, mais moi j'essaye de garder sur ce qu'on peut faire et ce qu'on pourra faire peut-être un jour, et la réalité des laboratoires aujourd'hui qui est beaucoup plus laborieuse. Et donc on en est excessivement loin. Et c'est bien la difficulté avec ces théories du type singularité technologique, c'est qu'elles ne sont pas fausses si on se projette à une distance très loin ou justement si on oublie les ressources, les contraintes des ressources, ou si on oublie tout un ensemble de contraintes. Donc on peut effectivement imaginer ça, ça reste plausible, ça reste cohérent. Mais en pratique, c'est excessivement improbable. C'est un petit peu comme la théorie quantique qui dit qu'on met un verre sur le bord d'une table, il tombe, mais il a une probabilité de revenir, infinitésimale, de revenir et d'être réparé et qu'on n'y verrait que du feu. Mais c'est complètement improbable. Ça ne se passera jamais. C'est impossible. Même si en théorie, on peut imaginer des cas où ça se réaliserait. Pour moi, c'est un petit peu la même chose, hein, sur ce genre de questions. Évidemment, on peut imaginer des extrapolations fantasmatiques. Toujours est-il, leur probabilité de réalisation est très faible. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des progrès. On a parlé de réseaux de neurones.
Aujourd'hui, en utilisant les modèles évolutionnaires, donc en se basant, en mimant l'évolution, on est capable de faire des programmes qui créent d'autres programmes. Et ces programmes, comme une population de petits, sont confrontés à la réalité et les plus adaptés survivent, se reproduisent entre eux. Et on crée des programmes ainsi qui sont de plus en plus efficaces jusqu'à obtenir le résultat escompté. Ça, on sait faire. Maintenant, entre faire ça dans des programmes sur des cas jouets et puis dire qu'on va être capable de faire un jour d'une façon extraordinaire, va y avoir un programme conscient qui va émerger, qui va nous supplanter. Là, on franchit allègrement la barre du délire, quoi. Hein, c'est clair. En tout cas, en ce qui me concerne. C'est pas impossible, donc on peut toujours l'imaginer dans nos romans de science-fiction ou en expérience de pensée, mais je vous assure, j'espère qu'on se reverra, que j'ai faux d'ailleurs, peut-être qu'en 2045, on sera tous en train de discuter dans une mémoire d'ordinateur. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais... Quelles sont les applications économiques les plus prometteuses de l'intelligence artificielle? Ça, c'est une question difficile parce que à partir du moment, en particulier avec les avancées de l'apprentissage profond, là, du deep learning, ça ouvre des perspectives. Jusqu'à présent, je vous l'ai dit, ça ne marchait pas très bien, quoi. Un coup sur deux, ce n'est pas terrible, hein. On ne peut pas faire des systèmes fiables avec ça. Maintenant, on est capable de faire des systèmes qui sont capables de battre le quasi surhumain, hein, parce que quelque chose qui est capable de battre le meilleur joueur, on est à un niveau Marvel, quoi. Hein, on est, voilà, c'est. Et donc, on sait que si on s'attaque à un problème aujourd'hui et qu'on s'y attaque sérieusement, si ce problème n'est pas trop complexe, eh bien, on a des chances, de fortes chances de créer un système qui va, en général, être meilleur que le meilleur d'entre nous et d'une façon répétée. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, et ce n'est pas demain la veille, c'est un système qui soit même moyennement bon partout, a fortiori bon dans tous les... Donc on sait faire des systèmes spécifiques, comme un système qui joue au Go, on sait faire un système qui reconnaît des chats d'une manière extrêmement... etc. Hein, mais faire un système qui serait capable d'apprendre tout seul et faire le café, non, ça, on ne sait pas faire. Genre. Hein, et on en est très 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 loin. Hein, donc aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est jouer les babysitters d'un système informatique en lui montrant des exemples, énormément d'exemples, et donc ça prend du temps. Hein. En plus, c'est des gens extrêmement spécialisés. DeepMind, c'est une vingtaine de chercheurs qui ont travaillé pendant un certain temps pour arriver à ça. Donc quand on dit que c'est une victoire de l'IA, c'est surtout la victoire des chercheurs derrière qui ont passé des jours et des nuits à babysitter et à concevoir et à entraîner le système. C'est aussi, je pense qu'il faut être conscient que ce qui est très important, on a compris aussi que les données étaient finalement plus importantes que les algorithmes. Il y a des travaux qui ont montré que finalement, on arrivait, si on avait les données satisfaisantes, eh bien, on arrivait à... la différence entre plusieurs technologies n'était pas si significative. Par contre, si on n'a pas de bonnes données, on n'obtient pas un bon système. Et donc, une des forces de DeepMind, c'était aussi la base de données de l'ensemble des coups joués par des humains qui avaient pu être présentés à des réseaux de neurones qui ont appris à les réutiliser. Donc la force des données, il n'y a pas que cet aspect avancé en apprentissage et en réseau de neurones, et on est aussi à une époque où aujourd'hui on a enfin accès à des volumes de données et des qualités de données qui sont sans commune mesure, aussi avec des capacités de traitement qui sont sans commune mesure par rapport à ce qu'on était capable de faire avant.
Donc c'est une conjonction en fait de choses. Et donc les applications prometteuses. Parce que je disais, Jean-Claude Dedin, il est parti là à répondre et puis il a oublié la question. Ça c'est quand on... Attends, je ne fais pas de politique, hein, mais il y a très certainement des applications, on parle beaucoup de marketing prédictif en particulier. Hein. On est dans une phase où le marketing, j'ai l'habitude de dire, le marketing de papa est mort. Et on va vers un marketing dirigé par les données, avec du machine learning qui va faire émerger les informations. Et donc, ça, c'est une révolution qui est déjà en marche, hein, d'une façon importante, et qui aura des implications économiques importantes. Juste avant de venir, j'écrivais un article sur l'impact également dans la robotique militaire. Donc, c'est beaucoup moins drôle, là, c'est un autre type d'application. Il n'y a pas que Lee Sedol, donc le joueur de Go, qui a été battu. Il y a le meilleur expert de combat aérien américain qui s'est fait battre à plate couture par Alpha, une IA qui le bat quasi systématiquement dans toutes les simulations maintenant. Il a dit lui-même, allez, waouh, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi agressif. Donc on est capable de faire des systèmes très spécialisés et de les faire assez efficaces aujourd'hui. Donc les applications vont émerger dans les années qui viennent. Hein. Pour revenir sur... Pour le meilleur et pour le pire. Après, c'est ce qu'on en fera. Oui. Pour revenir sur DeepMind, je vous en prie. Donc les chercheurs ont travaillé pendant de nombreuses années, visiblement, nombreux en tout cas. Avec l'auto-apprentissage, est-ce qu'il y a eu un constat de changement du réseau neuronal qui a été créé par eux, qui a été constaté a posteriori une fois que DeepMind a auto-appris? Est-ce qu'il y a eu un constat de ce type-là qui a été fait derrière? Alors, il y a une chose qu'on ne sait pas bien faire encore, qui ne marche pas très bien, alors un jour on saura peut-être le faire, c'est ce que je comprends de votre question, c'est l'auto-apprentissage. On parle d'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire que le système apprenne tout seul. Ça, on ne sait pas bien faire. Ça ne marche pas bien. Ce qu'on sait faire bien, c'est avoir un système, un réseau de neurones, et comme je disais, de façon un peu imagée, jouer les babysitters, c'est lui présenter toutes les images, tous les cas qu'on connaît, et ça tu apprends, et après, quand il est en production, si je puis dire, en fonctionnement, en exécution, eh bien, il est relativement efficace. Mais mettre un système comme ça devant des données et vas-y, débrouille-toi mon gars, ça marche pas très bien. On ne sait pas très bien le faire. De même, ce qu'on ne sait pas très bien faire encore, c'est des systèmes à mémoire. Parce que le réseau de neurones qui reconnaît le chat, eh bien, vous l'éteignez, vous lui représentez le même chat le lendemain, il ne se souviendra pas qu'il a, parce qu'il n'a pas de mémoire, il ne se souviendra pas qu'il a reconnu le chat, et il ne le reconnaîtra pas parce qu'il l'a vu la veille. Il le reconnaîtra à nouveau parce qu'il va refaire le processus de traitement qui va lui permettre de le reconnaître. Donc, apprentissage non supervisé, il y a des progrès, mais on ne sait pas encore faire. Apprentissage, système à mémoire, donc capable de mémoriser les expériences au sens où nous, on les mémorise, hein. Eh bien ça aussi, on ne sait pas très très bien faire. Ça ne marche pas de façon extraordinaire. Ça fait l'objet des travaux actuels. Pour autant, dans DeepMind, c'est un système qui a été entraîné sur un grand nombre de jeux de données. Mais en fait, il y avait deux réseaux de neurones avec deux stratégies d'apprentissage un peu différentes. Et ensuite, une des originalités, c'est qu'ils les ont fait jouer l'un contre l'autre. Et donc, à partir de ce moment-là, les réseaux ont appris des nouvelles choses qui n'étaient pas forcément dans les données initiales. Et donc ça, c'était relativement novateur de ce point de vue-là. Oui, je vous en prie. Dans ce que vous avez présenté jusqu'à présent, on a l'impression de s'approcher vers une humanisation de la machine, donc comme si la machine allait devenir un super-humain.
Mais dans quelle mesure le superhumain en fait, ne pourrait pas provenir d'une robotisation de l'homme? Alors, j'ai des images que j'ai pas là sous la main où effectivement on s'aperçoit qu'il y a une tendance avec cette vision des cyborgs, que l'homme pourrait devenir un jour une machine. C'est une vision un peu je dirais datée d'une certaine manière. Et puis d'un autre côté, les machines vont devenir de plus en plus humaines. Hein. Vous avez tous vu la série Real Humans. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la voie, c'est de revenir finalement à un certain humanisme et de remettre l'homme au centre de tout ça. Ces histoires d'emploi ne sont pas si fausses. Hein. C'est vrai que ça va modifier d'une façon extrêmement profonde un certain nombre de métiers. Par exemple, les conducteurs, très bientôt, on parle de 2025, où il y aura plus de... Et là, ce n'est pas la singularité technologique. Hein. Là, ça a du coup probablement une grande chance d'exister. Les voitures autonomes seront massivement présentes. Et il y en a qui disent même qu'il n'y aura plus que deux sortes de voitures, les voitures de collection et les voitures autonomes. Et donc, dans ce contexte-là, du coup, j'ai perdu le fil de ma réponse. Oui. Non, j'ai oublié. Donc, oui, mais c'est pas ça, c'est pas là où je voulais en venir exactement. C'est de remettre l'histoire au centre. En fait, si on remonte assez loin, les Grecs disaient, et je pense qu'on a beaucoup souffert de cette partie-là, même si on en a beaucoup profité, que l'idée des Grecs du travail était quasiment le travail comme une tâche ingrate, quelque chose dont il fallait se débarrasser. Et très tôt, ils ont inventé la mécanique, ils ont à l'origine des mathématiques, et des automates aussi, hein. Automata, ça vient des Grecs, pour remplacer l'homme dans les tâches serviles, hein, et donc remplacer l'homme dans tout ce qu'il y a de dégradant, en particulier dans le travail. On sait aujourd'hui que c'est faux. C'est-à-dire que le travail fait partie de notre vie et il faut qu'on s'accomplisse, certes, une vision utopique d'une société que de loisirs est plutôt un cauchemar à un certain niveau. Il faut une bonne part des choses, du travail dans lequel on va s'accomplir, des loisirs, etc. Et donc, c'est vrai que d'une façon assez pernicieuse, cette idée grecque de on va créer des technologies qui vont nous remplacer, eh bien, quand on les pousse un petit peu, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, on oublie que, en fait, tout ça est fait pour les bonhommes. Et qu'aujourd'hui, il ne faut pas élaborer, si je résume, un robot pour nous remplacer, mais quand on crée un robot, il faut imaginer quelle sera la place de l'homme à côté. Hein, et donc, à partir de là, on évite bien des problèmes. Voilà ce que je voulais dire. Et que, aujourd'hui, en tout cas, dans une visée aujourd'hui, je pense que beaucoup de chercheurs pensent à mettre l'homme dans la boucle. Ce n'est pas la machine et l'homme, et on va rejoindre les deux, c'est l'homme et la machine, et on va essayer de les faire collaborer le plus efficacement possible. Hein. Par exemple, en termes d'intelligence artificielle, vous savez que les deux systèmes ne marchent pas du tout de la même manière. Hein, je vais essayer de vous le dire. Un système, un réseau de neurones ou d'autres technologies, ça analyse les données disponibles et ça donne la décision la plus logique. Nous, on ne fonctionne pas du tout comme ça. On prend une décision émotionnelle, empathique, et ensuite on la rationalise, en règle générale. Hein. Hein? Le process où on dit c'est émotionnel, etc., il y a un process derrière, on ne le connaît pas. Donc on dit c'est de l'émotion, etc. Oui, en fait, on est quand même des êtres empathiques, émotionnels, donc c'est plutôt en général de cet ordre-là. Et donc on voit bien que ces deux systèmes qui sont pas du tout antagonistes pour moi, qui sont complémentaires. Donc de plus en plus, on imagine des systèmes où on va collaborer, on va être vraiment... On ne pourrait plus ne plus parler d'intelligence artificielle, mais d'intelligence augmentée. Et Dieu sait qu'on a besoin aujourd'hui, pour attaquer certains problèmes qui sont devenus extrêmement complexes, à la fois
données massives avec des systèmes qui vont nous aider à analyser les données, et en même temps de cette empathie humaine, de cette compréhension humaine. On est extrêmement fort, nous, en sens commun, et prendre en considération énormément d'informations qu'une machine ne sait absolument pas prendre en compte aujourd'hui. Donc, cette idée que mais ça demanderait beaucoup de temps pour vous répondre plus précisément. Les hommes ne vont pas devenir des machines, et les robots, il y a des limites claires sur le fait que, en particulier, quand on fait des robots trop ressemblants à un humain, eh bien, il y a une théorie qui s'appelle la vallée de l'étrange, qui montre que dans ces cas-là, ça nous panique plutôt. Et donc, les grands projets de robots que vous voyez humanoïdes, ils ne ressemblent plus beaucoup à un humain, hein. Ils ont des petites tailles, 1,40 m maximum, pour ne pas nous effrayer. Une grosse tête par rapport au corps pour rappeler la morphologie d'un bébé, des gros yeux. Donc tout de suite, ça, dans notre cerveau, ça va appeler des sensations sympathiques. Donc on ne le fait surtout pas argenté en squelette avec des yeux rouges, quoi. Ça. Donc, on me dit de stopper là-bas, mais on peut continuer les dernières questions. Pas trop une question, mais c'est plus pour donner un peu mon opinion. C'est que d'après les témoignages qui ont été donnés un peu ce soir, on a l'impression qu'on est un peu dans la science-fiction. Or, si vous vous souvenez bien, dans Retour vers le futur, ça se passe en 2015. On a vécu 2015 et c'était pas du tout la vision que l'on avait. Donc il y a un effet Hollywood en fait qui est derrière. Et en fait, le problème, c'est que les gens qui ont imaginé ces histoires et ces solutions sont des gens qui ont essayé d'imaginer une solution et qui n'ont pas pris le... En fait, aujourd'hui, quand il y a un problème au niveau de la... Enfin, quand on essaie de résoudre un problème par l'intelligence artificielle, on résout un problème, on ne donne pas une solution. Et après, il y a de multiples solutions. Mon point de vue, il est là, c'est qu'on est beaucoup dans la science-fiction à cause d'Hollywood et qu'on peut démystifier ça. Et il y a beaucoup d'applications avec de l'IA dans nos téléphones où personne n'en a conscience, mais qui marchent déjà très bien. Oui, enfin, c'est vrai que c'est un domaine un peu fantasmatique parce qu'il est anthropomorphique, hein. Les robots et l'intelligence artificielle, c'est, je dirais, la vision, une vision qui nous touche parce qu'elle est extrêmement anthropomorphique. Et donc, on est très, très influencé par la culture populaire, en particulier les films, c'est ce qui est connu beaucoup plus. Et donc, il y a une espèce de mélange des genres, hein, c'est ce que vous dites là, entre ce qu'on imagine, ce qu'on projette sur un certain nombre de technologies et la réalité de ces technologies. Hein, nous sommes des animaux sociaux qui avons évolué et donc naturellement, les études ont montré qu'on projette nos propres comportements sociaux sur tout ce qui nous entoure. Qui n'a pas parlé à son chien, donné un coup de pied dans sa voiture parce qu'elle ne démarrait pas, ou parler à son frigo, voilà, on projette sur tout ce qui nous entoure le comportement du groupe social. Et donc, a fortiori, si on a une tendance, si ça ressemble, si ça nous ressemble. Et donc, c'est évident que il faut tirer parti de cette propriété, hein, mais il ne faut pas non plus en abuser, sinon on arrive à des problèmes. Typiquement, si ça nous ressemble beaucoup trop, mais comme c'est tellement complexe un humain, c'est une des machines les plus complexes qu'on puisse imaginer, eh bien, le moindre petit détail va allumer des signaux d'alerte dans notre inconscient, et à ce moment-là, ça va plutôt nous faire flipper que nous améliorer la communication avec la machine. Typiquement, hein, un grand chimpanzé qui voit dans son territoire approcher un autre chimpanzé, eh bien, dans un premier temps, il va plutôt vers lui, parce qu'il se dit, tiens, un pote potentiellement. Il s'aperçoit que ce n'est pas un pote, dans ces cas-là, des signaux d'alerte et ça se passe plutôt mal. C'est un petit peu le cas là avec les robots. Hein. Ah tiens, ça nous plaît, mais s'il y a des signaux qui sont... on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment un humain et que finalement il ne bouge pas comme nous. Donc autant le faire d'une façon artificielle affirmée, pour pas qu'il y ait de confusion possible, et avec des signaux morphologiques qui plutôt nous mettent dans des bonnes dispositions. Donc les robots ressemblent...
C'est bien Real Humans ou des expériences comme ça, parce que c'est intéressant d'un point de vue artistique, c'est intéressant d'un point de vue dramatique, mais les robots tels que vous les voyez, hein, on introduit progressivement Pepper en France, le petit robot là, qui fait de la médiation, vous voyez, qui ne ressemble pas du tout à un humain. Hein. Bon, il y a quelques traits morphologiques, mais il n'est pas... et il n'inquiète pas, ce robot-là. Il est conçu pour... voilà. Coupé. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Merci.